Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. On est, on est, en direct du bureau Enix, comme le prouve presque derrière nous, avec le gorille et tout. Et bon, moi, je suis hyper content que Xavier ait accepté de répondre à mon appel au secours, parce que voilà, j'ai des petits problèmes dans mon scaling. Pourquoi ça pousse pas? On est là pour les résoudre, ouais. Et tu vas Voilà. voir, on va se caler et on va se caler dans le canapé bien comme Voilà. il faut, je pense. On va bien se marrer. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par expliquer un petit peu la problématique sur laquelle j'ai eu besoin d'aide. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça en 2 minutes. En gros, voilà. Donc, bon, déjà, on va peut-être pour se présenter vraiment en 2 secondes. Je suis Jérôme Petazzoni, et puis maintenant, je suis entre guillemets prof de Kubernetes et aussi pirate. Vous verrez dans les slides, il y a un lien pirate vers le talk qu'on a fait la semaine dernière à la KubeCon pour parler d'opérateurs Kubernetes. Avec moi, il y a Xavier que je vais présenter. Tu vois, des fois, on dit je te laisse te présenter. Maintenant, je vais te Alors, on aurait présenter. pu faire croiser, effectivement, Ouais. c'était... Non, non, mais je sais pas. Alors, après, Xavier, tu as maintenant plus de 1600 vidéos sur ta chaîne, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ça Ça veut dire en scalait pas mal gros, aussi, hein. ouais, c'est un bon exemple de scaling. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez besoin d'un tuto sur à peu près n'importe quelle thématique touchant de près ou de loin au DevOps, au cloud, etc., je pense qu'il y a un SLA de 99,99% de chances que vous trouviez le tuto sur la chaîne de Xavier. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait appel à lui aujourd'hui. Quand on a préparé le truc, en fait, on a dit qu'on allait faire quelque chose un petit peu en mode élève-professeur. Le problème, c'est qu'on s'est un petit peu battu pour savoir qui serait le prof et qui serait l'élève, comme vous pouvez le voir sur cette petite illustration qui va être s'afficher là maintenant. Voilà. Du coup, je pense qu'on va un petit peu tourner de temps en temps. C'est moi qui vais apprendre des trucs, de temps en temps l'inverse. Alors déjà, donc la situation, le truc qu'on va essayer de régler aujourd'hui, on travaille sur un projet qui s'appelle GDR GPT, le guide du routard GPT. L'idée, c'est qu'on veut écrire un nouveau guide du routard proposant aux gens des activités à faire quand ils vont dans des villes. Et comme envoyer des gens sur place, ça coûte un pognon de dingue. À la place, on va utiliser un piperon, je veux dire un LLM. Et ça marche à peu près comme ça, le truc. Donc vous voyez là, en gros, hein, la petite démo en CLI, j'utilise le modèle Mistral 7 milliards de paramètres quantisés en 4 bits, super bien. Et en gros, là, je vais lui dire, tiens, où est-ce qu'on pourrait aller, je sais pas moi, si vous allez à Marseille. Voilà. Si vous allez à Marseille, donc je vais mettre en anglais, If you visit Marseille, I recommend that you, et on va demander au modèle de compléter le reste de la phrase en fait. Donc là, il dit ne ratez pas ce magnifique bâtiment et aussi la cathédrale vaut le coup d'œil. Il y a des transports en commun, voilà. Le vieux port, Bon, magnifique. voilà. Bon, c'est pas ouf, ouf, ouf hein, quand même. Peut-être qu'il faudra quand même qu'on aille à Marseille pour voir à quoi ça ressemble pour notre guide. Ouais, je Mais pense. voilà. Alors le truc, c'est que comme vous pouvez le constater, ça met un petit bout de temps à générer, hein. Enfin, si vous avez déjà utilisé des LLM à la ChatGPT, vous le savez déjà. Là, ça nous a mis donc 25 secondes. Et surtout, en CPU, ça a consommé plus de 2 minutes de CPU, ce qui veut dire que ça a fait tourner 5 corps à fond les ballons pour générer ça. Voilà. Alors, au début, je voulais partir sur une architecture très classique. À gauche, un utilisateur qui va proposer des villes, genre Marseille, Béthune, Grenoble, New York, Topeka, Sarcelles, tout ça. Donc on attaque TextSynth, notre moteur d'inférence, et on stocke les résultats dans une base de données. Voilà, donc le petit exemple que je vous montrais, alors les trucs importants à retenir, c'est que ça va consommer de la ressource, mais vénère. Vous voyez, là, c'est 4 gigs de RAM, 30 secondes de temps réel, 2 minutes et demie de CPU, donc on est quand même sur du un peu lourd. Ouais, mais on est dans le cloud, Jérôme, ça. On est dans le cloud, on peut Allez, scaler à c'est l'infini, ça. ça va bien se passer. Alors, ce que j'utilise là pour info, pour le moteur d'inférence, c'est un truc qui s'appelle Text Synth Server, ou TS Server en plus court. Donc, le moteur d'inférence, en gros, c'est le truc dans lequel on va plugger notre modèle de machine learning. TextSynth, on peut lui mettre un LLM, donc un moteur de génération de texte, mais on peut aussi mettre un truc de génération d'images comme Stable Diffusion.
On peut faire faire de la traduction et c'est super bien optimisé. C'est fait par Fabrice Bellard qui est aussi l'auteur initial de FMPEG et QEMU. Donc bon, si vous connaissez pas FMPEG et QEMU, je pense que peut-être que vous êtes resté planqué derrière un rocher pendant ces 20 dernières années. Mais enfin, toujours est-il que voilà, c'est ça qu'on va utiliser là parce que c'est pas mal, c'est pas mal optimisé, ça va assez bien tourner pour notre application. Alors, juste un tout petit détail, là, on va travailler uniquement avec du CPU. On pourrait aller beaucoup plus vite en travaillant avec des GPU, ça serait beaucoup plus cher. Et là, le but, c'était pas de mettre comment dire, le focus sur le côté GPU, hein. On voulait juste un truc qui consomme du CPU pour nos exemples. Alors le souci, donc, c'est que ça prend à peu près 30 secondes pour générer faire une requête pour une ville. On a plusieurs milliers de villes à traiter, donc il va falloir genre beaucoup de serveurs. Alors moi j'étais parti sur un truc très classique à base de load balancing. Donc on balance nos requêtes, enfin on balance sur load balancer, ouais. On balance nos requêtes. Derrière on va avoir plein de textSynth et puis après on stocke les résultats dans une DB, très bien. Alors le problème c'est que on balance nos requêtes comme ça un peu au fil du temps. Vous voyez, un magnifique graphe, pas du tout fait à la main. Euh, et puis du coup, derrière, si on met par exemple de l'autoscaling, ce qui va se passer, c'est que bon, bah, il y a des serveurs qui vont se lancer, mais ça va être un petit peu de temps. Et donc la latence, quoi, ça va pas être genre 30 secondes tout le temps. C'est que les premières requêtes, elles vont mettre 30 secondes, enfin les deux, trois premières. Puis ensuite, ça va. Bon, voilà, en gros, j'ai fait le test. C'est parti en cacahuète parce que j'avais des requêtes qui mettaient 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes à répondre. Du coup, côté client, je veux des timeouts. Bon, bref, c'était la bérésina. Et comme j'imagine qu'on est assez nombreux et nombreuses à avoir déjà fait du load balancing, je vous fais pas cette démo-là parce que ça serait 10 minutes juste à regarder des timeouts. Donc voilà. Donc là, je suis un peu coincé, je sais pas trop quoi faire et j'appelle Ouais. Xavier à l'aide. Qu'est-ce que Alors, tu me c'est des proposes? sujets effectivement que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien processer la data. C'est quelque chose qui me tient un petit peu à cœur. Et du coup, bah, moi, ce que je te propose, c'est ce type d'architecture qui est finalement assez courante. Ok, L'idée, c'est de se dire, bah, on va désynchroniser un petit peu les choses. On va passer en mode asynchrone, comme on dit. Et l'intérêt du mode asynchrone, bah, c'est d'introduire du queuing finalement dedans et de pouvoir scaler finalement un peu plus facilement derrière. Donc l'idée, bah, très simplement et avec quelque chose d'assez simpliste pour aussi pour la démo, on va dire, hein, avoir une API entrante. Ça, on adore les API maintenant, c'est quelque chose qui se développe largement. Avoir ensuite bah, une petite message queue entre les deux qui va nous permettre du coup de bufferiser un petit peu tout ça pour prendre son temps et ensuite derrière en back-end pouvoir prendre son temps pour traiter les choses, scaler en tant que de besoin. Et puis derrière, bah, on va avoir un consumer. Ce consumer, bah, il va avoir besoin de faire un petit échange vers ton texte synth. Et puis derrière, on va pouvoir gérer ça tranquillement et écrire dans notre fameuse base de données. Donc on va partir sur ce modèle-là, si ça te correspond, si ça te va bien, quoi. d'accord. Donc si je comprends bien, en fait, on va comment dire, on va blinder la message queue en mettant potentiellement des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de requêtes dedans. Et après, le consumer, il va faire ça un peu à son rythme, en prenant dans la message queue, en stockant les résultats. Et du coup, en fait, il n'y a plus vraiment de timeout parce qu'on n'a pas un client qui est là en train d'attendre pendant des plombes que la réponse C'est revienne. ça. Ok. Et en plus, alors l'intérêt de ce type quand même d'architecture, c'est aussi de bénéficier du gain asynchrone. Admettons que tu aies besoin demain d'aller entretenir et de faire tes petits upgrades ou tes mises à jour pour des patchs de sécurité sur ton text synth ou sur ton consumer par exemple, bah là tu es tranquille, ton RabbitMQ, ton message queue va stocker les éléments en mode asynchrone, tu fais ta petite intervention D'accord. et puis hop, tu vas reprendre Smart. tout tranquillement, quoi. Ouais. Alors du coup, j'ai quand même une question, c'est qu'est-ce qu'on va prendre pour ces différents composants? Enfin, voilà, il y a plein de nouvelles inconnues là, donc qu'est-ce qu'on va Alors, mettre? on va regarder un petit peu dans le détail l'écosystème dans lequel on va travailler, hein. La première chose, bah, il nous faut cette base de données. Alors là, on a du choix hein, quand même. Alors, on va plutôt s'orienter sur de la base de données orientée SQL. En plus, bah, voilà, derrière l'idée, c'est de visualiser en plus assez facilement les choses. Donc, ça s'y prête plutôt pas mal. On va aller vers soit du MySQL, MariaDB ou PostgreSQL. Nous, on va prendre Postgre, hein. On aime bien Postgre, c'est quand même un outil qui est plutôt un petit peu connu chez vous, je crois, en plus. Et puis, le message queue, bah, du coup,
soit on prend la grosse artillerie, ou en tout cas les grosses artilleries, type Kafka, ou encore même on aurait pu parler de Pulsar. Là, on va partir sur RabbitMQ, c'est quelque chose qui est assez simple en plus à comprendre et facile à maintenir avec une petite interface graphique qui permet de voir un petit peu quand même ce qui se passe. C'est quand même assez sympa quand on est sur ce genre de profil de choses. Et puis, une API, donc du coup, il va falloir qu'on développe une API, qu'on parte sur une API qui va prendre des requêtes et qui pousse dans notre fameuse message queue. Ça, c'est nécessaire avec derrière un consumer qui va faire le travail pour aller échanger avec le texting et puis écrire dans cette fameuse base de données. D'accord. Alors, il y a un petit détail quand même, j'aimerais juste dire quelque chose, c'est que le code, ça fait un petit moment que j'ai arrêté, j'essaye, je suis en sevrage là, et donc T'as été trop loin, quoi. je voudrais savoir si on pourrait partir sur un truc dans lequel je n'aurais pas à écrire une seule ligne de code pour tout ça en fait. Parce que là tu me parles de serveur d'API, tu me parles de consumer, donc je pense tout de suite serveur API, je sais pas moi, Flask, Sinatra, Rails, Express et tout. Le consumer pareil. Donc est-ce que tu aurais un Alors, truc ouais, moi j'ai alors, quelque chose de vraiment sympa que j'ai pu tester dans des jobs précédents. En fait, l'idée c'est de se dire on va convertir des développeurs, de développeurs de Go ou que sais-je, et qui sont comme toi un petit peu en sevrage, hein. Le but c'est d'arrêter un petit peu de consommer du code à tout va, de les transformer en développeurs YAML. C'est un truc extraordinaire. Nouveau langage, je crois que d'ailleurs qu'il est reconnu maintenant comme langage. Bon, après chacun ses goûts, hein. Mais voilà, je te propose de faire du YAML si ça te convient. C'est quelque chose qu'on a un petit peu l'habitude. Je crois que tu fais du Kubernetes aussi un petit peu quand même, hein. ouais. Donc YAML, ça doit aller un petit peu. Alors est-ce que tu peux nous récapituler un petit peu ce qu'on va prendre pour la stack là du coup? Ah bah du coup, il y a quand même Postgre. Postgre, alors bien sûr, l'objectif c'est de le faire quand même sur Kubernetes, hein. Donc qui dit Postgre dans Kubernetes, on va peut-être pas partir sur des déploiements un petit peu fait à la manos, difficile à maintenir, hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu qui sont un peu risque-tout. Moi, c'est pas trop mon cas. Et je sais que CMPG, je crois que tu connais quand même un petit peu le truc. T'en as parlé devant quelques personnes, hein, il me semble, récemment, la semaine dernière. Donc, je pense que ça vaut le coup qu'on parte dessus. Et avec, s'il y a besoin, il y a des copains pirates autour de nous, hein, de toute façon. Donc, DB, check. Ensuite, pour la message queue. Alors, pour la message queue, on va partir sur RabbitMQ, donc qui est quand même l'outil simple, facile. Puis bon, j'ai fait quelques tutos dessus. J'ai eu l'occasion dans mes précédents jobs en astreinte de recréer des clusters RabbitMQ assez rapidement, ce genre de choses. Donc, on va dire, c'est une techno qui est un petit peu éprouvée et je me sens un peu plus à l'aise dessus que sur Kafka, quoi. Ok. Et puis en plus, je vois que tu as 25-26 vidéos dans une playlist là sur ta chaîne. Donc... Ouais, il y a un petit peu de matériel. Ensuite, il y a l'API et le consumer, donc du coup, et comme je te disais, moi je te propose de faire du YAML, hein, c'est quand même ton langage préféré finalement, maintenant un petit peu quoi quand même, non? Ouais. Il faut savoir avouer les choses. Donc du coup, moi je te propose Bentos. Je sais pas si tu connais Bentos un petit peu. Je connais Mentos, mais je connais pas Non, Bentos. Bentos, ouais. Alors, Bentos, c'est un peu le fond des océans en fait, hein. C'est une référence à ça pour les gens qui veulent rechercher un petit peu. Donc on parle de flore benthique notamment. Et derrière, j'ai fait quelques tutos sur la chaîne. Ah là, j'ai pas été prolifique, hein. Franchement, faut l'avouer, j'ai fait que 3 vidéos. Que 3 vidéos, franchement quoi. Ouais, que 3 vidéos. Mais derrière, tu vas voir, ça nous permet de faire plein de choses. Et c'est vraiment quelque chose de super simple. Parce que derrière, tu as des inputs, tu as des outputs, tu peux processer ta data au milieu. Et tu vas voir, c'est génial finalement. Ok. Bon, alors ce qu'on va faire, on va faire comme si là il y avait, vous savez, un truc genre avec une grosse horloge qui fait tic-tac, tic-tac. Et genre, on revient un peu plus tard et je vais essayer de vous montrer un petit peu la nouvelle version de la stack. À quoi ça va ressembler de déployer tout ça? Attendez, excusez-moi, voilà. De déployer un peu tout ça. Alors, il y a une repo, on va vous partager le lien là pour que ce soit pratique, voilà. Tout est dispo là, donc si jamais vous avez envie de remonter cette manip chez vous, vous pouvez tout remonter assez facilement, enfin j'espère. Alors en gros, à quoi ça ressemble de créer une base de données Postgres avec l'opérateur CNPG
Oui, je vais zoomer un Ah, parce peu que la première fois que tu m'en as parlé un petit peu avec tes collègues, je me disais, ah, ça doit être compliqué Postgre. Et non, Alors, finalement. voilà, en gros, ça se résume à ça. Bon, il y a 50 lignes de YAML, on fait ouh, ça fait beaucoup, mais en vrai, je dis que je veux 2 instances, je dis que je veux 1 giga de stockage. Là, je dis combien de mémoire, de CPU je veux. Là, vous voyez, j'ai même carrément inliné le SQL pour créer la table, juste pour simplifier un peu la life. En vrai, on ferait peut-être pas trop comme ça, on irait peut-être plutôt avoir un petit fichier SQL à côté. Et donc, vous voyez, dans notre base de données, en gros, on va stocker la ville, genre Paris, Marseille, Tokyo et tout, le prompt, donc la phrase de tout à l'heure, si vous allez à Tokyo, je suggère que, la complétion, donc ce qui aura été généré par le modèle, et puis quelques timestamps et ID, mais enfin en gros ça s'arrête là. Et puis, ben voilà. En fait, quand vous appliquez CYAML, il y a l'opérateur CNPG qui va automatiquement créer le primaire, le réplica et tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on a un peu le même esprit pour la partie RabbitMQ. Alors la partie RabbitMQ, je vous ai dit tout de suite, hein, c'est Xavier qui l'a faite. Moi, je connaissais pas du tout l'opérateur et tout. Mais en gros, pareil, même esprit, vous mettez bonjour, je veux un cluster RabbitMQ, je veux tant de mémoire, de CPU, tant de réplica. Et puis, on a fait un truc pour désactiver le... Oui, là, on peut préciser 2 éléments quand même, c'est que on est passé derrière sur un mode de cluster à simple nœud, donc on n'est pas Ouais, sur un cluster quand même. Et bah, si on passait en mode cluster, il faut avoir au moins 3 nœuds et puis des quorum queue quand même pour persister un petit peu tout ça. d'accord. Et donc ça, après, là, moi, je connais pas du tout, donc je vous réfère aux 26 vidéos dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, alors il va falloir aussi créer une queue et un exchange et un binding. Alors ça, bon, pareil, hein, c'est Xavier qui a filé les trucs. On va pas trop s'attarder dessus parce que le but, c'est pas de parler trop de RabbitMQ, vu que justement, il y a ces vidéos pour ça. Mais c'est juste pour dire qu'en, encore une fois, 35 lignes de YAML, on va déployer le RabbitMQ et ce qui va avec. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, TextInt, là, c'est en mode un petit peu circulé, il n'y a rien à voir, hein, c'est juste un déploiement, un service, basta. Alors, encore une fois, il faut faire gaffe à bien mettre les requêtes de mémoire et de CPU, là, les requêtes et les limites. Pour les gens qui ne connaissent pas et que ça intrigue, je vous référerai peut-être à un précédent live stream qu'on a Très fait, bon en plus, ouais. merci, qui s'appelait Kubernetes à l'heure de pointe et où on parle un petit peu de tout ça et de ce qui se passe si on les met pas bien, etc., etc. Mais en gros, c'est assez important quand vous commencez à avoir de la charge. Quand on n'est plus dans le bet hello world, disons, c'est assez important de mettre ses requêtes et ses limites, sinon ça part en cacahuète. Et puis, là où ça devient, alors je veux dire là où ça devient intéressant, enfin pour moi c'est ce qui, dans la préparation de tout ça, hein, je vais être honnête avec vous, c'est ce qui m'a le plus à la fois challengé et en même temps m'a fait apprendre plein de trucs que j'ai trouvé géniaux, c'est justement ce fameux Bentos là. Pour vous donner une petite idée, alors à quoi ça va ressembler par Ah, exemple ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait quand même l'API, il fait le consumer, enfin, c'est quand même C'est l'outil ça. qui. Il va... Et en gros, c'est un truc, on définit des inputs et des outputs. Alors pareil, je vais pas trop m'étendre dessus parce qu'encore une fois, tu as des vidéos dessus et voilà. Mais en gros, voilà un input où on dit, bah, ton input, gars, bah, ça va être des requêtes qui vont arriver sur un serveur HTTP en poste. Et puis, il va prendre ce qu'on poste en JSON. Ça va être un message en fait, hein, clé valeur, un peu comme un message de log. Si vous avez fait du log en JSON, c'est pareil. Bon, là, on a un petit bout de pipeline donc, qui va nous générer le prompt, qui va nous générer un UID, etc. Et qui va balancer ça dans RabbitMQ en output. Donc, bon, si vous le voyez comme ça peut avoir l'air peut-être un peu compliqué la première fois, mais franchement, quand on prend ça un peu à tête reposée, qu'on regarde les uns après les autres, enfin, ça se passe plutôt bien, je dirais. Ouais, et le gros intérêt aussi, hein, c'est que derrière, il faut bien voir en termes de ressources utilisées dans une entreprise pour ce genre d'outils, c'est que derrière, au lieu de passer des jours à développer sur du code et à maintenir soi-même son code, là, c'est que c'est la communauté Bentos qui va maintenir Ouais, ton Bentos et toi, tu vas maintenir bah, du YAML. Donc toi, ça va, tu sais le faire quand même. à peu près, à peu près. Voilà, bon, on regardera peut-être un petit peu les autres trucs Bentos après. Bah, en fait,
Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la première version de l'appli, puis spoiler, il va y avoir un petit peu de temps pour que le cluster il scale up, et pendant que ça fera le scale up, on reviendra un petit peu sur la partie Bentos. Alors juste maintenant pour parler de la manière dont on a choisi de déployer ça, la première itération, on était en mode bon vieux shell script des familles, où on enchaîne les Helm install, les différents trucs, et puis du kubectl apply et tout. Puis rapidement, ça faisait un peu bazar, quoi. Et je sais plus qui c'est qui a décidé de passer Helmfile. Je crois que c'est toi parce que en fait, oui, un soir, j'ai continué à rajouter du bash et au bout d'un moment, tu as dit non, mais là, ça commence à suffire un petit peu. Trop de bash, tu le bash. C'est ça. Ouais, ok, donc j'étais pas sûr à 100%, donc on va dire que j'avais décidé de me challenger et de partir sur Helmfile, parce que Helmfile, en fait, j'en avais un peu entendu parler, j'avais vu un exemple en mode Hello World, et je me suis dit, en fait, mais j'ai l'impression que c'est le truc parfait pour la situation là. Et donc j'ai aussi appris plein de trucs là-dessus. Alors là, petite distinction, on va avoir des choses qu'on va installer qu'une seule fois. Par exemple, les opérateurs pour la base de données, pour Rabbit, notre Prometheus, tous les trucs comme ça, en fait, c'est entre guillemets, ça va être du singleton. On va en installer un pour tout le cluster. Et après, il y a l'application. Là, aujourd'hui, on va l'installer une seule fois, mais on pourrait imaginer qu'on l'installe plusieurs fois parce que, je sais pas, moi, il y a des prompts différents ou bien il y a la prod, le dev, etc., etc. Donc, on va avoir deux Helm files. Et donc, le Helm file, ça va ressembler grosso modo à ça. Ça, en gros, hein, c'est pour vous donner l'idée de la première itération du Helm file. Vous voyez, vous définissez vos repos Helm. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Helm, désolé, ça risque de faire un peu bizarre, mais si vous connaissez déjà ne serait-ce qu'un tout petit peu Helm, vous voyez, vous définissez vos repos au début, et après, vous dites, vas-y, je installe tel chart qui est dans tel repo, tu le mets dans tel namespace. Voilà, donc ça remplace la série de Helm install en cascade. Et il y a des trucs sympas, vous pouvez avoir des Helm charts qui sont dans un dépôt Git, et il fait, ouais, pas de problème, il va les chercher dans le dépôt Git comme ça, on peut mettre un tag dans le dépôt Git, c'est plutôt cool. Bon, alors au début, ce qu'on avait fait aussi pour l'accès au Rabbit et au Postgres, on avait codé en dur les logins mots de passe. Donc on avait créé un secret avec login password et après on avait balancé ça un peu partout. Et après on s'est dit non, attends, on va faire ça un peu best practices et compagnie. Et puis accessoirement, je vais vous confesser que moi ça me faisait l'occasion de pratiquer un peu Helmfile. On s'est dit on va laisser les opérateurs générer les credentials, donc les logins mots de passe. Donc ils vous génèrent un login mot de passe avec un mot de passe long comme ça et tout. Et après, en fait, on va aller récupérer ces valeurs pour les injecter là où il y en a besoin. Donc à quoi ça ressemble? Ça Là, on va les chercher sur le cluster, hein. Ils sont générés par une autre application sur le cluster et on va venir aller dans les secrets, dans le bon namespace qui va bien pour les ramener juste dans l'autre utilisation possible, quoi. C'est exactement ça. Donc là, par exemple, c'est le moment de déployer. Alors voyons voir, je suis dans mon namespace app, c'est tout vide, on est bien d'accord, il n'y a personne. Ok, très bien. Donc je vais me mettre voilà, ici, je vais faire un petit Helm file sync dans le namespace app. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui. On n'a pas tout mis avec le Helm file, autant pour moi. Le Postgres, c'est encore du kubectl apply. Le Rabbit, c'est encore du kubectl apply. Le TextSynth, c'est du kubectl apply. Faites pas gaffe au message d'erreur, c'est normal. J'ai sûrement oublié un truc, mais bon, on s'en rendra compte tôt ou tard. Et maintenant, je peux faire mon... Alors, vous voyez ce qui se passe? Si je regarde dans les secrets, on a un MQ default user qui est donc l'utilisateur RabbitMQ, et puis il y a le DBApp là, avec les informations pour la base de données. Et donc, en fait, dans notre Helm file, ici, on va avoir des trucs voilà, qui ressemblent à ça. Là, vous lui dites, allez, vas-y, va me récupérer le secret. Attendez, si je fais un petit set wrap, voilà. Va récupérer le secret qui s'appelle MQ default user dans le namespace. Là, extrait dedans le username, le password et compagnie. Et avec tout ça, on construit la connection string pour RabbitMQ. Qu'on va injecter dans les consumers, ces choses-là, voilà. Tout ce qui va se connecter sur le RabbitMQ, ouais.
tout à fait. Ouais, Ouais. je lui dis, vas-y, tu vas me mettre l'URL qui est dans tel chemin dans la config Bentos. Allez, Helm file sync environnement app, euh, GoGo Gadget au déploiement, cette fois-ci ça passe. Et là, ça y est, donc alors le générateur, ce qu'il fait, c'est qu'il génère une requête par seconde. Et genre, si je fais un stern point pour regarder un peu les logs, alors on va voir des logs qui défilent un peu. Vous voyez le truc là un peu alors, voyons voir, c'est le poum poum poum. Le vert, je crois, voilà, le vert c'est le générateur. Donc vous voyez, il génère euh, Richards, Louisville, Liverpool. Palmyra, Hino, etc. Et ensuite, tout ça, ça rentre dans le API server qui va transformer juste ce nom de ville en tout le message là, dans RabbitMQ avec marqué If you visit telle ville, alors je vous conseille de faire ça. Et puis vous voyez, et après, il y a le worker, vous voyez, c'est la petite ligne jaune qui arrive de temps en temps, je crois, ouais, c'est ça. Vous voyez que de temps en temps, il y a notre consumer qui prend un message et puis qui l'envoie à TechSynth, qui récupère le résultat. Et vous remarquez peut-être qu'il y a beaucoup plus de lignes bleues, claires et vertes que de lignes jaunes. Ce que ça veut dire, c'est que là, on génère beaucoup trop par rapport à ce qu'on consomme en face. Ce qu'on peut voir de diverses manières. Alors, j'ai deux, trois petits scripts aussi. Par exemple, il y a un script pour voir le nombre de messages dans RabbitMQ. Il y en a déjà 60. Ça commence à s'empiler un peu. Et Xavier nous a fait un dashboard Ouais. de ouf que je vais essayer Alors, de pour l'instant, on voit que montrer. les pods. On voit pas encore les Euh, messages qui sont dedans. Bah oui, attends, il faut qu'on configure la data source. Ouais, exact. Alors, je vais vite fait configurer la data source, n'est-ce pas? Dashboard, voilà. Donc ça, bon, pour les gens qui voudront voir les détails, vous pourrez plonger un petit peu dedans. En fait, l'histoire, c'est que dans notre Grafana, on va se plugger sur la base de données qu'on avait déployée avant. Donc du coup, en fait, le déploiement du Grafana et toute la stack de servabilité se fait en deux temps. Un premier temps, on déploie la stack, mais on ne l'a pas encore plugué sur notre base de données applicative. Ensuite, on déploie l'appli. Et second temps, on redéploie le Grafana, mais en ajoutant la data source applicative en face. Voilà, et ça va prendre une petite minute, je pense. Alors, ce qu'on voit déjà, hein, c'est que, comment dire, comme je disais, on génère plus vite qu'on ne consomme, ce qui va rapidement nous poser des problèmes. Hein. Si je fais un list queues, voilà, on a 123 messages. Alors moi, pour que ça dépote, qu'est-ce que je vais faire? kubectl scale, deployment TechSynth, avec, je sais pas moi, combien on met de réplicas? 150, 200, ça me paraît bien. Pousse fort. Ouais. Avec 200 réplicas, c'est parti, on est des oufs. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Je vais lancer peut-être Canefest pour montrer. Donc on a, vous voyez qu'on a plein de pods qui sont en pending. Alors ça, si vous êtes déjà venu dans les épisodes précédents, vous savez ce qui se passe. C'est que quand on a entre guillemets trop de pods ou techniquement, hein, quand il y a un pod qui ne tient pas sur le cluster, parce qu'on a demandé trop de ressources, on a nos requests qui sont trop élevés par rapport à ce qui est dispo, le pod reste en pending, et si on a la chance d'être sur un cluster avec du cluster auto-scaling, à ce moment-là, normalement, il y a des nodes qui vont être provisionnés pour recevoir la charge en question. Alors là, il se trouve que le cluster, on l'a mis chez nos copains de chez Scaleway. Donc vous voyez, on a un cluster, alors on a deux nodes pool dans Paris 1 et Paris 2, et on a combien de nodes? C'est parti. Voilà, là on était à 5 nodes tout à l'heure, là maintenant on est à 14, donc ça va monter de plus en plus. Et là, ce qui est cool, c'est qu'en fait, si on va sur le dashboard, là, on commence à voir des choses qui apparaissent. C'est assez sympa. Donc, du coup, on commence à voir le nombre de pods répartis, là, ici, hein, donc, par groupe de déploiement, du coup, de fait. Donc, on voit des bentos, on voit du Postgre, du RabbitMQ, les TechSynth. On retrouve ici en mode plus détaillé, bien sûr. Et puis, on voit qu'on a des messages là, qui sont bons à traiter, que ça s'empile un petit peu, quoi. Et puis surtout, en dessous, c'est ce que la data source que tu viens de déployer, on retrouve finalement nos messages qui arrivent au fur et à mesure, là, qui sont traités par le TechSynth et qui sont ensuite remontés dans la base de données Postgre. Donc ça, c'est plutôt assez sympa, quoi, finalement, de pouvoir tout consulter sur le dashboard.
Ouais, en bas, en plus, on voit le résultat des complétions, hein, c'est ça. Tout en bas du dashboard, on a. Toi, tu les as, je crois. Moi, c'est peut-être que je reload ou Oui, je sais moi pas j'ai quoi. le. Alors on peut regarder, effectivement, on retrouve dans mon. Alors je vais zoomer un petit peu quand même, je suis pas sûr qu'on voit très bien. On retrouve ici bah, du coup la city qu'on a passée, hein, donc la ville qu'on a passée à notre textint. Ensuite on voit la complétion, donc là c'est quoi, le prompt aussi qui a été passé. Bon, c'est pas la peine de regarder trop le détail, la phrase est toujours la même, mais avec le remplacement de la ville en question. Et puis on a donc cette phrase qui est générée ensuite pour nous dire bah, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire sur cette ville-là. Et ce qui est cool en plus, c'est qu'on a l'horodatage derrière avec la date et l'heure de soumission et la date et l'heure de génération. Donc ça, c'est assez cool. On pourrait même s'amuser à faire des calculs de lag Mhm. finalement entre les deux et voir ce qui se passe derrière, combien de temps on met en traitement, est-ce qu'on est performant, pas performant, etc. Classe. Alors, donc là, normalement, ça va scale up en puissance. Alors, on remarque hein, dans le dashboard le RabbitMQ Ready Message, donc le truc vert qui était en haut à gauche, il continuait à monter, hein, vous voyez, 200, 240. Le but, c'est qu'il descende. Ça, c'est le nombre de messages en attente. Et en fait, pour que ça descende, il va falloir que les nœuds du cluster montent afin qu'il y ait plus de textines qui puissent se lancer. Parce que juste pour faire ça un peu en mode vite fait, en règle de 3, les Textins, on leur a mis, je crois, 7 gigs de RAM. Donc ça veut dire qu'on peut en mettre 2 par nœud, parce que les nœuds ont 16 gigs de RAM. Donc là, vu que j'ai mis 200 Textint, il va falloir 100 nœuds. Alors, est-ce qu'on peut avoir un cluster à 100 nœuds? C'est un peu la question qu'on se pose. Moi, je propose qu'on va lui laisser 2-3 minutes pour ce qu'elle a. On est déjà à 49, donc ça monte, ça Ouais, monte. ouais. Pendant que ça fait ça, peut-être qu'on peut jeter un petit coup d'œil justement comment dire, à la partie Bentos. Ouais. Alors, je sais pas, tu veux nous montrer ça ou... Bah, déjà, la première partie qui est importante sur le bento, c'est, on va dire, la partie générateur, en fait. Donc, si on se remet, par exemple, ici, hop, je vais me remettre. Voilà, donc on a notre petit répertoire Bentos, hein. Vous pouvez le retrouver hein, également, hein. Comme disait Jérôme, il est partagé, il n'y a pas de, il y a pas de souci, c'est partagé avec tout le monde, on est dans l'open source, hein, bien sûr. Et puis, bah, si on regarde le point d'entrée amont dans notre fameuse infrastructure, c'est le générateur. On pourrait imaginer que c'est un utilisateur finalement manuel, lambda, qui a besoin d'avoir un résultat pour son message avec un client, on va dire, qui pourrait être un navigateur quelconque. Et nous, bah, on s'est dit, ouais, quand même, on va vouloir générer tout ça en masse le plus rapidement possible. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un truc sympa, c'est qu'on a pris, si on regarde juste dans le détail, après pour les autres bentos, on regardera un peu plus rapidement, bien sûr. On a bentos, c'est pour les gens qui connaissent, c'est un peu les mêmes principes que ce qu'on pourrait appeler des streamers, en fait, c'est-à-dire quelque chose qui prend des éléments en input, ça peut être du Bucket S3, du RabbitMQ, du Kafka, ou là, dans notre cas de figure, on va le voir juste après pour faire de l'API, on peut faire aussi simuler un serveur HTTP. Et là, derrière, nous, ce qu'on lui a fait, on lui a dit, bah écoute, on te donne un petit JSON ici, avec la liste des villes dans le monde qui font, alors je crois que j'ai mis, je sais plus, on a dû mettre plus de 100 000 habitants, quelque chose comme ça. Donc ça nous a généré quand même pas mal de villes. Et puis derrière, on a fait le fameux processeur qui permet de reformater ce JSON, en tout cas, pour pouvoir traiter le message et extraire ce champ ville. Et derrière, on lui a dit, bah écoute, tu balances tout ça dans sous forme de HTTP client, du coup, comme un navigateur finalement, ou un curl le ferait aussi bien. Donc on balance ça sous forme de post, hein, forcément on est avec notre fichier JSON, on lui spécifie un header de content type application JSON. Et donc là, avec ça, on a envoyé, ça y est, des données quelque part. Alors où est-ce qu'on a envoyé les données du coup? On les a envoyées vers values bentos API, du coup. Et ce bentos API, qu'est-ce qu'il fait lui? Bah lui, c'est toujours pareil, hein, input, processor, output. Et bah, en input, bah là, on a un HTTP serveur. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui s'amusent à développer des API. Là, en l'occurrence, alors attention, c'est plus rudimentaire on va dire, du code spécifiquement qui permettrait de faire une API vraiment beaucoup plus poussée avec des choses assez poussées. Mais là, même à ce niveau-là, hein, Bentos fournit des options de type TLS. Par exemple, on va pouvoir spécifier un certificat carrément, donc comme un vrai serveur web. Et nous, on dit, bah voilà, écoute, on autorise du post et on va processer l'élément qu'on reçoit. On dit que bah, c'est this-route. Alors this-route, en gros, pour résumer, c'est une conversion pour dire à Bentos, bah ça, c'est des messages JSON que toi, tu vas savoir gérer. Et derrière, alors il y a des petits commentaires, on est capable de processer les choses quand on les reçoit et de faire
avec ce processeur, là, vous voyez, on fait un switch. C'est un peu le switch case qu'on retrouve dans différents applicatifs. Et là, vous voyez, on dit, bah écoute, quand ça arrive avec la route /post, bah là, tu récupères le truc et tu fais quelque chose. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es dedans? Et bien finalement, tu récupères le submit time, quoi, finalement. Hein. Donc, c'est notre fameux eurodatage qu'on retrouve en bout de chaîne dans notre base Postgre. Et puis, bah, tu génères des clés de JSON, qui est le submit at, le city, le prompt. Et le prompt, vous voyez, du coup, on vient remplacer cette fameuse city dans notre phrase qui se retrouve ici. Et puis, on lui rajoute un petit UID pour aller plus loin. Et on balance tout ça, du coup, gentiment, dans notre RabbitMQ. Donc, c'est le principe. Après, le consumer, le principe est un peu le même, hein, mais avec une interrogation, bien sûr, du texte switch, du texte, Du TextInt, voilà, pardon, voilà. Ok, bah alors du coup maintenant la question qui se pose un petit peu c'est de voir le résultat un peu de tout ça. Alors si on regarde là pour l'instant, comment dire, on voit que la quantité de messages en attente elle continue encore à monter, mais comment dire, elle monte pas aussi vite que si on n'avait pas les textines derrière. Où est-ce qu'on en est un petit peu dans notre cluster? Bon, ça scale en masse. Nous avons maintenant 62 nœuds, donc ça commence à être un cluster un peu sympa. Il y en a d'autres qui sont encore en train d'être créés. Hein. Si je vais regarder ici, je pense, ça nous dit voilà 103, donc ça va continuer à scale up. Combien on a de textines là qui sont prêts, pardon. Il y en a 89 et ça continue encore à scale. Alors, bon. Le bilan de ça, c'est que globalement, quand même, c'est bien, mais ça va coûter un peu de blé. Ouais. Parce qu'on on a déjà une centaine de nœuds là, qui sont en train de se déployer. Par contre, alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder si je fais un kubectl top nodes. Ça va nous donner un petit peu la charge sur nos nœuds, comme ça, au fur et à mesure. Et là, il y a un truc, moi, mais qui me va absolument pas du tout. C'est que si je regarde la charge mémoire, on est bien. On voit qu'on est à 88%, 90%, 94%. Donc on a bien chargé en mémoire. Par contre, on n'a pas bien chargé en CPU. C'est bizarre. Normalement, là, ils devraient tous être en train de bouffer du CPU pour générer nos trucs comme des oufs. Et en fait, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus le problème entre guillemets, de retard à l'allumage de tout à l'heure. Hein. On n'a plus le problème de time-out de requête parce qu'il n'y a plus de requête. À la place, il y a une file de messages. Mais on a un problème là qui est que notre load balancing en fait n'est pas très équilibré. En fait, par défaut, quand vous utilisez kubeproxy, donc justement c'est ce qu'on appelle le service proxy dans Kubernetes. Hein. Donc à chaque fois que notre application, enfin notre consumer, à chaque fois qu'il va se connecter à TextSynth, donc il se connecte en fait à un service proxy. Par défaut, c'est implémenté par kubeproxy qui utilise des règles ipétables qui font un load balancing en mode random. Le mode random, ça marche à peu près bien statistiquement, sauf que là, on peut très bien avoir de manière random un paquet de requêtes qui sont envoyées d'un côté. À côté, il y a un TextSynth qui fout rien. Donc c'est pas terrible. Et puis surtout, vous voyez là, moi franchement, ça me choque parce qu'on a quoi? On a presque une centaine de nœuds et on consomme pas bien le CPU. Bref, on sent qu'on peut faire mieux. Et là, le fond du problème, hein, je pense que c'est encore une fois le load balancing. Entre nous, on a peut-être un peu fait exprès de prendre un exemple justement où le load balancing fait, pardonnez-moi l'expression, mais fait un peu de la merde, justement pour montrer qu'il n'y avait pas que le load balancing dans la vie et que des fois, il fallait aller chercher autre chose. Alors la solution, c'est quoi? Je donne un indice, je ne sais pas si vous l'avez. Moi j'ai une idée là en voyant ça, mais quand je me vois un peu tous les deux sur une moto, là, je me dis c'est le précédent live sûrement, mais non, Voilà. c'est peut-être pas ça en fait. Et puis il y a un porte-container, non, je sais pas, non, je crois que c'est pas un porte-container, en vrai, ça doit être un vraquier, ça, ou un pétrolier. Mais bon, on va faire comme si c'était un porte-container. Donc la solution, ça va être un sidecar. Enfin, une solution, hein, parce qu'en vrai, là, on propose une archi, mais il y a peut-être quelqu'un qui aura un truc mieux. Alors, l'idée, là, c'est de faire un truc comme ça. Au lieu de dire qu'on a un seul consumer et que ce consumer... Pardon, en fait, j'ai oublié un tout petit détail, là. Le problème, ce qui fait que nos TextSynth, ils sont pas bien utilisés, c'est que j'ai pas scale up le consumer, je crois. Oui, c'est ça aussi. Voilà.
ou le boulet. Alors du coup, comment tu fais ton scale là? Alors, bah, je vais quand même scale up le consumer par principe, hein, scale, deployment, Bentos, consumer. Je vais lui mettre 200 réplicas aussi, Ouais. hein. Et normalement, là, ça devrait commencer à dépiler. Ça me rappelle une anecdote quand même, c'est que kubectl scale, la commande kubectl scale avec le tiret réplica, bah, quand j'étais d'astreinte, finalement, c'est le truc qui me sauvait souvent la mise, quoi. Parce qu'en fait, on se retrouvait souvent avec des applicatifs qui consommaient plus de données d'un RabbitMQ, par Ouais. exemple, ce genre de choses, paf, donc du coup, ça monte, ça monte, ça monte, paf, ça finit par sonner, ça me réveille. Et derrière, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je me dis, ah mince, alors à l'ancienne, bah, j'aurais été voir si c'est quoi les configurations de mon petit service système D, augmenter le nombre de forks, passer par des fichiers, etc. Non, là, ce que je faisais, c'est je vais sur le cluster cube, je regarde qu'est-ce qui traîne un petit peu, kubectl scale et le nombre de réplicas comme tu viens de faire, et hop, c'est parti, je peux me rendormir tout de suite Voilà. quasiment, et c'est parti. Alors, moi, j'ai aussi des trucs un petit peu comme ça, mais moi, c'est plus en mode. Alors, c'est un truc. Je pense que si les collègues m'entendaient, je me ferais un peu taper dessus, mais moi, souvent, ce qui m'arrive, c'est quand j'ai besoin de mettre en pause un truc, je le scale à zéro, en fait. Ah oui, Parce que, enfin, comment dire, il y a la solution, je détruis le déploiement comme un sauvage, mais le problème, c'est qu'après, quand on veut le remettre en route, c'est comment tu fais? Alors que là, tu scales le déploiement à zéro, donc ça calme le jeu tout de suite. Après, on peut aller voir un petit peu ce qui se passe et le rescale up tranquillement. Donc voilà, pareil, hein, on a un peu, comment dire. c'est magique. Toi, tu as du trafic, comment dire, vertueux qui marche, donc tu scale up les Vertueux, déploiements. ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai du trafic qui marche pas bien, du coup, je scale down le déploiement pour qu'il arrête de m'envoyer du truc pourri dans la tête. Et là, par exemple, si on retourne un peu sur le dashboard, on va voir que bah voilà, ça Ouais, y sur est, le dashboard, ça a on voit dépilé grave. 169 bentos, effectivement, là, ça commence à envoyer au niveau du bentos, mais du coup, on peut se dire, ouais, est-ce que finalement, on a une cohérence entre le nombre de bentos consumers qui sont décorrélés du text int, et on peut se dire, mais finalement, comme l'un comme l'autre n'ont pas les mêmes principes de scaling, est-ce que C'est ça. finalement, on est bien calé ou pas, quoi. C'est ça. Alors donc j'avais un tout petit peu merdé ma démo tout à l'heure, hein, parce que j'avais oublié de scale up le consumer, donc c'était pour ça que le CPU était quasiment à zéro partout. Je me disais aussi c'est un peu bizarre. Non, alors maintenant qu'on a bien scale up à la fois le consumer et le TextInt, on a un truc un peu plus proche de ce que je voulais vous montrer, c'est que on a quand même pas mal de nodes qui sont au taquet, hein, et 90% de CPU, là, ça c'est bien, mais il y en a aussi beaucoup qui sont à zéro. Justement à cause de cette histoire de load balancing fairness, etc. Donc, ce qu'on se propose, voilà, c'est l'architecture à coup de sidecar. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est que chaque consumer Bentos, il va avoir son propre TextSynth à lui Donc tu embarqué. recouples finalement ce découplage qu'on avait, tu C'est recouples les ça. deux, quoi. C'est ça en fait. C'est que en fait, au lieu d'avoir genre un gros pool de consommateurs et puis un gros pool de tech synth, mais le mapping se fait pas forcément bien, on dit non, mais en fait, en vrai, il y a besoin de un tech synth par consumer et c'est tout, exactement un. C'est ça le truc qui va être à peu près optimal et qui va éviter d'avoir le problème de load balancing, des requêtes qui partent dans une file, mais non pas la file RabbitMQ, mais la file du serveur HTTP en face, etc. Alors on va essayer ça. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais scale down euh, à zéro, justement, bon exemple, le Bentos Consumer et le TextInt. Voilà, on se calme. Et ensuite, ce que je vais faire, alors, la petite astuce qu'on a faite là, c'est que dans le Helm file, bon, alors, il y a un truc aussi, hein, c'est que, comment dire, ajouter un sidecar, en soi, c'est pas compliqué. C'est genre, bon, bah oui, ok, je prends l'YAML de mon déploiement, dedans, il y a le template de pod, je vais chercher la section avec les containers, je rajoute un container. Ah, mais oui, mais sauf que là, le template du pod, en fait, il est au fin fond d'un Helm chart qu'on a utilisé, on a utilisé le Helm chart Bentos. Donc là, je commence à me dire, alors attends, Ouais. il faut que j'aille chercher le Helm chart, que je le dépack, que j'aille éditer des trucs à la main. Ça me plaît pas trop parce que j'ai quand même tendance à être un peu un gros feignant et du coup moins j'édite. Alors tout à l'heure Xavier disait tu vas faire du YAML, tu vas être content, mais en vrai non, moins j'édite de YAML, mieux je me porte quand même. Et donc on a eu une idée. Bon pareil, hein, je sais pas si c'est l'idée du siècle. Il y a peut-être encore des gens qui voudront me jeter des bananes pas mûres pour avoir osé faire une chose pareille. Mais l'idée c'est on dit bah, ce qu'on va faire,
On va garder notre consumer. Voilà, il est où? Voilà. Donc ça utilise le Helm chart Bentos, mais il y a une feature vachement sympa dans Helm File qui est qu'on peut appliquer un patch après coup à ce qui a été généré par Bentos. Pardon, par Helm, excusez-moi. Et donc là, je lui dis, bah, tu vas me rajouter un container de plus dans le pod Bentos. Donc je vais faire rajouter TechSynth avec, pareil, bon, le volume qui contient le cache dans lequel il va y avoir le modèle. Pareil, un autre requête de mémoire et de CPU, tout ça, tout ça. Et puis il y a une petite modif aussi qu'on doit faire qui est sur le endpoint qui va être utilisé par le consumer. Alors où est-ce qu'on va trouver ça? Alors, ce que je me dis, hein, au passage, petite remarque, c'est que si on avait dû faire ça hors Kubernetes, ouais, ça aurait été assez marrant quand même. Là, je pense on serait amusé. On aurait pu faire du Ansible ou ce qu'on veut, mais bon, ça aurait été moins fun. Ça aurait pas été le petit coup de patch comme ça magique, quoi, je pense. Ouais, je pense que là, l'avantage, c'est comme avec Kubernetes, on jette des pods dans le truc. Donc, qu'on jette des petits pods ou des gros pods, ça se débrouille. C'est vrai que si on avait été hors Kubernetes, je pense qu'on aurait, enfin, entre guillemets, on n'aurait jamais pensé à mettre le consumer en mode un consumer par VM. Parce que c'est genre, le consumer en soi, il prend rien, quoi. Il prend 10 ou 20 mecs de RAM. Donc, on va pas déployer des VM pour ça. Là, comme c'est des pods, on s'en fout. Petit pod, gros pod, on jette tout et Cube se débrouille. Bon, bah du coup, attends, normalement il y a l'URL quelque part aussi, je sais plus ce que j'en ai fait. Voilà, le Environment Values TechSynth API Endpoint, ça, quand j'ai découvert cette feature de Helmfile, j'étais comme un dingue. En gros, là, on lui dit, donc ça c'était l'environnement par défaut de tout à l'heure, où on lui dit, bah, tu vas envoyer les requêtes TechSynth sur le service TechSynth. Et là, bah, c'est quand on va être en mode sidecar, on lui dit t'envoies les requêtes sur localhost. Alors, pendant que je vous montrais tout ça, normalement, voilà, vous voyez, il y a les requêtes là qui sont en train de remonter. Hein. Maintenant qu'on a arrêté toutes les 42 millions de pods derrière, là, il y a la queue qui commence à se remplir à nouveau. Donc, c'est parti. Helmfile sync dans le namespace app avec l'environnement sidecar. Pardon, sidecar, pas sidecar. Voilà, ça marche mieux quand on ne fait pas d'erreur dans le nom des environnements. Donc c'est parti. Normalement, on va voir voilà, un pod Bentos Consumer qui est en train de démarrer. Vous voyez, il a deux containers dans ce pod, hein, le 0/2. Pareil, j'imagine qu'il y en a plein parmi vous qui ont déjà vu ça, hein, mais les nombres là, ça nous indique le nombre de containers qu'il y a dans ce pod et combien il y en a qui sont prêts. Là, c'est en train de s'enflammer tranquillement, là, ça avance bien. Voilà, ça y est, ça monte. Alors pourquoi ça monte? Ça, c'est la dernière petite touch. C'est que là, on fait de l'autoscaling avec Keda. Tu veux nous en parler? Tu veux expliquer un peu le truc? Ouais, alors Keda, ouais, outil magnifique. Alors bon, je pourrais aussi vous dire les petits inconvénients des fois, mais bon, Keda, c'est un outil qui est très très pratique, qui va permettre d'utiliser les fonctions avancées de Kubernetes d'horizontal pod autoscaling, donc HPA pour vulgariser quoi en fait. Et derrière, il va nous fournir différents CRD, quoi, en fait, donc on va dire des objets spécifiques à Keda, notamment le Scaled Object, qui lui, le Scaled Object, c'est un petit peu le principe comme Bentos, il va permettre en tout cas de se connecter surtout en entrée quelque part, avec une source de données vraiment très spécifique. Et ça, c'est assez sympa, il va pouvoir se connecter soit du Bucket S3, soit du RabbitMQ, soit du Kafka, soit aussi même à Prometheus lui-même directement. Et il va prendre des métriques en entrée et on va pouvoir lui passer des seuils au niveau de ces métriques-là et lui dire, bah écoute, maintenant, au lieu de scaler sur du CPU ou de la RAM plus standard, quoi, eh ben, tu vas scaler en prenant déjà d'une part de l'information directement à la source, c'est-à-dire au cluster RabbitMQ. Donc, il va se connecter avec son user RabbitMQ, alors notre fameux user hein, qu'on a partagé, et il va se plugger sur le cluster RabbitMQ et il va aller chercher lui-même ces petites métriques pour dire, bah tiens, en fonction de quoi je vais me scaler. Là, il va regarder la taille de la queue, par exemple. Et puis, bah, le scaling va s'adapter vraiment à la taille de la queue. Et ça, c'est assez sympa, quoi. Alors, du coup, si on regarde un petit peu la tête des métriques, je pense qu'on devrait voir le résultat de ça. Alors, vous voyez, bon voilà, ça tout à l'heure, là, c'est quand ça montait à balle parce que je n'avais pas lancé les consumers. Là, dès qu'on a lancé les consumers avec plein de TechSynth, ça a drainé la queue, mais super vite. Là, vous voyez, ça remontait. Et ça, le moment où ça redescend, là, c'est le moment où
où on vient d'activer notre truc avec Keda. Et là, vous voyez maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il il va lancer des pods quand il y aura besoin, hein. Ces pods, voilà, ils vont aller consommer ce qu'il faut. Et j'ai essayé de Donc montrer. là où c'est sympa, hein, surtout, c'est imaginons on a notre cluster en auto-scaling, du coup on fait un peu de FinOps là, et on est en train de se dire bah écoute, avant je scalais sur du CPU mais j'étais pas complètement confiant, ou sur de la RAM j'étais pas non plus super confiant, et du coup bah le fait de mal scaler les pods finalement revenait à mal scaler l'intégralité du cluster, et du coup bah les sous-sous dans la poche bah ils s'envolent encore plus vite quoi du coup, et c'est pas terrible du tout. Et on pourrait même imaginer avec Keda, c'est de se dire au lieu de prendre un point de métrique, de mesure qui est très proche du consumer lui-même, se dire tiens, alors bon, c'est un peu risqué de le faire, mais de se dire tiens, par exemple, nous on aurait pu se mettre à la place du générateur complètement à l'entrée, en entrée de ligne, et de se dire bah finalement c'est le nombre de hits que je reçois qui va permettre très loin dans l'infrastructure de la scaler en fonction de ces éléments-là. Ouais. Du coup, bah là, oui, on a montré un peu tout ça. Alors, si on regarde dans notre dashboard, on va avoir un petit effet yo-yo quand même, parce que quand la queue va être complètement vide, bah, du coup, il va scale à 0. Alors, on peut voir ça un peu des deux côtés, je pense. C'est un peu au cas par cas. C'est que là, par exemple, comment dire, on a toujours un générateur qui continue d'envoyer des messages. Donc à ce moment-là, on pourrait se dire, bon, ça serait bien d'avoir toujours au moins un TechSim derrière, quoi qu'il arrive. Mais par contre, dans notre vrai exemple bidon, on aurait probablement quelqu'un qui soumettrait des listes de villes à générer, etc. Donc en fait, ce qu'on aurait, c'est des espèces de batch un petit peu, quoi. C'est genre d'un seul coup, hop, il y a plein de trucs dans la file. Alors on résorbe, on crée des pods pour résorber au fur et à mesure, et une fois que c'est résorbé, hop, on éteint, on scale down. Et là, évidemment, on parle d'échelles de temps qui sont pas commodes pour faire la démo en live dans un stream de 1 heure, mais quand on préparait les démos, c'était très sympa parce que en fait, quand vous faites la petite truc de tout à l'heure là où ça scale à mort, je sais pas trop où on en est d'ailleurs là sur le scaling. Tout à l'heure, on avait 103 nœuds. Voilà, on est toujours à 103, mais si on attendait 10-15 minutes, ça descendrait gentiment. Et à chaque fois que j'ai fait les tests, comment dire, au début, à la main, j'allais derrière scale down les nœuds parce que vous imaginez là, c'est des nœuds, bon, ils sont pas énormes, mais il y a quand même 8 cœurs, 16 gigs de RAM. Donc même si j'aime beaucoup les gens de Scaleway, j'ai peut-être pas trop envie de brûler de l'argent comme ça, juste en laissant 150 nœuds tourner toute la nuit. Donc au début, après les manips, j'étais là en train de scale down et tout. Mais au bout d'un moment, en fait, ça marchait suffisamment bien pour que je dise, bon bah non, là je vais couper le générateur. Donc on arrête le robinet sur le générateur et quelques minutes plus tard, ben, la queue elle est vide. Donc ensuite, ça va éteindre les consumers. Du coup, il y a plein de place libre sur le cluster. Du coup, l'autoscaler, il scale down. Et quand je reviens le lendemain matin, j'ai la bonne surprise de voir qu'il ne reste plus que 2 ou 3 nœuds sur mon cluster. Et Alors ouais, ça a Jérôme, tout mais il y a quand même un petit truc là où qu'on n'a pas vu passer quand même. Regardons, si on fait un petit focus là sur la database, le nombre de connexions, on est sur un setting par défaut de CNPG à 100 connexions en instantané. Et là, si on regarde le détail, bah, nos petits pods, on les a fait scaler un peu fort, et on voit qu'on a tapé le max connection finalement. Donc du coup, on s'est peut-être pris même, alors on les a peut-être pas vu passer, mais peut-être pris des limites de connexion. Et ça, c'est un élément assez important à prendre en compte quand on fait du KEDA. Retour d'expérience de nuisance, on va dire, c'est que si on scale trop vite KEDA, alors il a des paramètres de cooldown notamment, pour pouvoir dire, bah écoute, tu scales l'intensité du scaling finalement, hein, donc c'est la vitesse à laquelle il va pouvoir augmenter ou baisser le nombre de pods. Bah si cette vitesse est trop importante, donc qu'il passe trop vite dans la minute, on va dire, à 100, puis à 10, puis à 100 de nouveau, etc., ce qui va se passer, c'est que les types live de connexion font qu'à un moment donné, on va pas libérer assez vite les connexions par rapport à la vitesse de scaling. Et autre phénomène indépendant de ça, mais dépendant du scaling, c'est que derrière, bah, on crée et on détruit des pods, du coup on crée de nouveaux ID de pods, et derrière, bah, notre Prometheus, par exemple, eh bien, il va avoir des cardinalités qui potentiellement vont un peu exploser derrière. Et donc, Prometheus aime un petit peu moins ce cas de figure-là, ou en tout cas, il va consommer plus de ressources pour cet effet-là, quoi. Alors, c'est vrai qu'on pourrait regarder. Tu veux nous montrer un peu la conso de RAM du Prometheus si tu l'as sous la main ou... Alors, je vais ressortir de là. Toc.
Normalement, on doit l'avoir quelque part si on va dans les Parce que dashboards. c'est la petite minute confession aussi, c'est qu'au début, on avait mis 1 giga de RAM au Prometheus et c'était bien, Ouais, c'était suffisant. il y a quelque chose des fois qui nous échappe. Bah, là, on doit être dessus. Alors, qu'est-ce qu'il arrive? Pourquoi on voit pas? Il faut peut-être zoomer un peu. Bande passante. Pourquoi on n'a pas le détail? Est-ce que je suis au bon endroit? Pourquoi j'ai pas ça ramené? Après, si tu veux, je peux Ah non, je suis sur le networking. Autant pour moi. Oh là là. Là, on est pas mal. Monitoring. Toc. Voilà, là, il prend 3 gigas de RAM. Là. Yes, exact. Donc là, on voit quand même que l'impact est assez important et ça, c'est l'augmentation des cardinalités notamment. Alors l'augmentation des métriques hein, de base, hein, on a scalé, donc forcément, on a plus de pages à scraper, plus de volume de métriques. Et puis derrière, bah, l'effet de scaling qui peut jouer, alors là, on va pas forcément le voir lui directement, mais qui peut jouer aussi assez nettement parce qu'en fait, lui, ce qu'il a besoin, Prometheus, c'est avec les principes d'algo, de compression, double delta, etc., d'avoir finalement des labels qui sont relativement stables et des métriques qui vont pas trop évoluer. Du coup, lui, ça, il le gère plutôt bien. Mais quand on a quelque chose qui est un peu brutal, bah, c'est un peu plus délicat, du coup, quoi. Voilà, donc ça fait les. Comment dire, c'est un peu le deuxième effet qui se coule de ce type de scaling-là, quoi. Alors, si on fait un petit récap, le load balancing, au final, ça se prête très bien à des requêtes courtes dans genre requêtes web ou des requêtes API, mais en mode, comment dire, requête-réponse rapide, quoi, quelques secondes max. C'est moins bien pour des requêtes longues. Là, justement, 30 secondes, franchement, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire que des requêtes de 30 secondes, ça passe encore s'il n'y en a pas trop, s'il y a toujours un back-end qui est dispo pour répondre, etc. Mais là, justement, comme c'est des requêtes qui à la fois sont longues et sont hyper intenses au niveau consommation CPU, bah, dès qu'il y en a comment dire, un paquet d'un coup, la latence explose et on n'est plus du tout dans le cas où le load balancing marche bien, quoi. Le load balancing, ça pose aussi des soucis quand on a des requêtes comme ça qui arrivent, j'ai mis en rafale, genre c'est d'un seul coup, j'ai 1000 requêtes qui arrivent, et en plus elles prennent longtemps, bon ben voilà. Et il peut y avoir parfois donc des problèmes d'équilibrage, comme on montrait tout à l'heure. Alors ça s'améliore, hein. C'est que vous pouvez très bien, par exemple, remplacer kubeproxy par, mettons, Cilium, hein, au pif, ou on peut aussi paramétrer kubeproxy pour utiliser de l'IPVS à la place de l'IP table et faire un truc un peu plus faire, etc. Mais ça reste pas évident tout ça. Ça marche quand vous avez, je dirais physiquement, il y a un load balancer au milieu, il y a tout qui passe dedans, donc effectivement, il peut faire une jolie répartition de charge. Mais là, en fait, techniquement, ce qui se passe, c'est qu'on a un load balancer sur chaque nœud du cluster Kubernetes. Donc, même en répartissant du mieux qu'on peut, on va quand même avoir un déséquilibre. Donc, voilà. Une petite question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait utiliser, par exemple, des jobs? Parce que dans Kubernetes, il y a un concept de jobs. Et là, je dirais, bon, c'est un peu limite. Pareil, hein, les jobs, c'est vachement bien quand vous avez des trucs qui durent des minutes, voire des heures. Parce que en gros, hein, quand vous créez des jobs dans Kubernetes, bah, c'est comme s'il y avait une file de messages RabbitMQ, sauf que la file de messages, elle est dans le API server Kubernetes. C'est etcd qui devient notre file de messages. Donc ça marche. Mais dans le cas présent, tiens, je me demande si on peut demander à Bentos de créer des jobs Kubernetes directement. Je me suis jamais trop posé la question. J'ai pas vu ça dans la doc, mais Non. Par contre, j'ai vu un truc sympa sur Keda aussi, c'est le cron ah oui. dans Keda qui m'a surpris et qui est assez intéressant. Et je crois que ça rejoint un projet alors, qui est développé chez AXA en open source, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui permet en gros de faire du schedule de déploiement, par exemple, pas de cron job pour le coup, quoi, mais de déploiement et de se dire, voilà, de telle heure à telle heure, je démarre un déploiement et j'arrête un déploiement. Donc ça peut être très intéressant pour de la pré-prod, du staging, où on veut pas trop forcément dépenser ou envoyer la patate, quoi. Et ça peut être assez cool, quoi. Alors, tu avais montré tout à l'heure la tête du scaler Keda, je me rappelle plus le YAML. Alors, Parce on que peut aller je commence à regarder un petit peu les questions qu'on a eues dans le chat. Donc, je retrouve ça. qui demandait la conf au niveau du consumer KEDA. Alors, Xavier va nous retrouver le YAML aussi non, c'est pas le scale d'object. Il va être dans le end file juste au-dessus. Ouais. En gros, ce qu'on va donner à KEDA, c'est une profondeur de queue, donc Voilà. combien de messages il y a dedans,
et il fait une division. Donc là, je crois qu'on a mis 10. Oui, on l'a passé à 10. Donc en fait, Keda, je crois que sur RabbitMQ, il a deux paramètres, hein. Il est capable de gérer soit une longueur de queue, qu'on va dire, hein. Donc là, nous, on a mis 10. Soit aussi, il y a un autre paramètre qui est possible. Ça peut être assez intéressant. C'est vraiment à tester après, hein. Et il faut avoir de la métrique, hein. Ce qui est super important dans tout ce qu'on a vu dans la démo là, qui est là, c'est de pouvoir observer les choses, parce que sinon, on est un peu à l'aveugle si on lance ce genre de choses. C'est aussi, il est capable de se baser sur du débit finalement de production de messages et essayer de se caler par rapport à ce débit-là. Ça peut être aussi une autre solution. Ouais. On voit aussi, derrière, vous voyez, du coup, si on regarde un peu, on a le polling interval. Polling interval, c'est à la fréquence à laquelle Keda va s'amuser à aller interroger le RabbitMQ. Alors, le but, c'est pas d'aller tabasser non plus le RabbitMQ et de saturer de connexion à cause de Keda. Mais ça, c'est assez important. On a le cooldown aussi, qu'on retrouve ici, et qui est cet espace de temps, finalement, à partir duquel on autorise le cluster à dire tu vas baisser en nombre de pods sur ton déploiement en question. Mais là, nous, on est parti sur les déploiements. On aurait pu scaler aussi d'autres objets Kubernetes, pour le coup. Keda est capable aussi d'interagir avec d'autres objets. Alors du coup, hein, juste pour bien que ce soit clair dans ce scénario-là, en gros, si jamais on avait 80 messages dans la queue, comme on a mis le truc à 10, il fait 80 divisé par 10, ça fait 8, et il met 8 consommateurs, hein, si je dis pas de bêtises. Ça fonctionne comme ça. Donc ça permet, nous, après, d'ajuster un peu en fonction d'à quel point on veut que ce soit, entre guillemets, agressif au niveau du scaling. Alors, d'autres questions qui étaient posées du côté du chat de Xavki, justement. Le Postgres même étant au LTP, est-ce qu'il peut supporter l'écriture de données venant du message queuing RabbitMQ? Alors, je crois que c'est Bentos qui va gérer ça. Alors là, c'est Bentos qui le gère actuellement. RabbitMQ, de mémoire, alors nativement, on ne le fait pas. Si je dis pas de bêtises, après, sauf peut-être dans les toutes dernières versions, mais en tout cas, j'ai pas connaissance de ça. Et dans les plugins, alors il existe des plugins à RabbitMQ, il y en a même plutôt pas mal. Peut-être que ça existe, mais en tout cas, il est moins riche sur ces aspects-là qu'un Kafka, par exemple, ce genre de choses. Mais... Faudrait que je reteste, mais quand je faisais mes tests, j'ai eu l'impression à un moment donné que, comment dire, si jamais je lançais plein de consommateurs, mais que j'avais rien pour gérer en face, les consommateurs, ils allaient tous chercher des messages dans la file Rabbit, si jamais ces messages n'étaient pas traités, il finissait par revenir dans la file Rabbit, j'ai eu l'impression. Ah oui, alors après, c'est suivant le mode d'acquittement quand on fait des messages qui vont intervenir. Bentos aussi, alors bon, c'est à regarder plus dans le détail, c'est vrai que nous, on y a été un peu comme des brutasses, assez rapidos, ou comme des cochons peut-être plutôt que brutasses. Mais en tout cas, Bentos aussi peut permettre d'apporter certaines garanties ensuite en matière de stateful en fait, c'est-à-dire plus comme le côté ETL. Ouais. Et il a un mode, si je dis pas de bêtises, cluster en fait, où on va pouvoir derrière gérer vraiment un clustering pour pouvoir dire, voilà, si j'en perds un, qu'est-ce qui se passe, etc. Gérer un peu plus les nuances effectivement, quoi. Il y a une autre question pour toi, Xavier, aussi. Est-ce que RabbitMQ, comme Kafka, peut faire de la consommation avec un système de partition par consumer? Alors, non, c'est le principe en fait de RabbitMQ, son mode de fonctionnement, il n'a pas de partitioning RabbitMQ. Donc c'est pour ça que derrière on retrouve le système de quorum queue qui permet de faire un petit peu le partitioning de Kafka, puisqu'en fait le partitioning de Kafka à la base, ce qui permet aussi, c'est son mode de distribution à travers le cluster, hein, pour avoir les réplicas derrière. Et RabbitMQ n'a pas ce système-là du tout, puisqu'en fait RabbitMQ, lui, c'est un système de queue, hein, donc sur le stockage de base. Alors après, maintenant ils ont le mode stream qui existe, qui essaye de mimer un petit peu ce que fait Kafka. Mais derrière, non, le fonctionnement est assez différent. Par contre, ce qu'on sait, c'est que du coup, nos consommateurs, peu importe combien ils sont, ils vont pouvoir se plugger directement à la queue RabbitMQ. Sur Kafka, c'est un peu la difficulté, c'est-à-dire que, admettons, j'ai créé un topic Kafka, pas une partition. Ouais. Si j'ai mal partitionné mon topic derrière, admettons, j'ai créé que 10 partitions sur le topic, si je me dis, tiens, j'ai besoin de scaler jusqu'à 20 consommateurs, là, je l'ai dans l'os finalement parce que j'ai 10 consommateurs qui vont se tourner les pouces, quoi, en fait. D'accord. Donc là, je vais être obligé de repartitionner. Ouais. Donc ça, c'est un peu la difficulté avec Kafka quand on n'a pas ces petites nuances-là au début. Il faut prévoir le scaling, mais derrière, effectivement, les partitions permettent de gérer des choses assez fines, quoi. Et d'ailleurs, il y a aussi des opérateurs Kafka, mais bon, ça, c'est un autre débat. Autre question, est-ce qu'il a besoin des credentials? Alors oui, il me semble. Oui, tout à fait. Ouais. Forcément, les credentials, peu importe à quoi on se connecte, toujours les credentials. Bien sûr, le but des credentials, alors là, c'est pareil, nous aussi, on y a été un petit peu à coup de comment on va dire, de pied de biche un peu, quoi.
C'est-à-dire que sur les credentials de Keda, ce qu'il faut, c'est réduire ses droits hein, derrière, plutôt mettre un utilisateur en lecture seule, etc. Voilà. Suivant le cas de figure, il faut vraiment s'adapter à ça, règles de sécurité obligent, bien sûr. Mais effectivement, hein, ce qu'on a fait au niveau pour le truc KEDA, on a injecté les credentials exactement de la même manière qu'on avait injecté dans la configuration Bentos. Donc c'est le même principe. Et puis alors, autre question, est-ce qu'on peut faire des simulations avec Bentos, par exemple, pour simuler un Black Friday? Moi, j'ai envie de dire oui, parce que... Alors oui. Alors bon, Bentos, moi, pourquoi j'avais envie en plus de te le faire un peu découvrir, c'est que c'est un outil que j'utilise. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, souvent je fais un vagrant file dans chaque techno que j'ai envie de faire découvrir aux gens parce que ça crée une stack avec en Ouais. mode cluster Kafka, par exemple, on le retrouve dans le cluster Kafka, cluster Pulsar également. Et souvent à côté, dans cette stack vagrant qui embarque un cluster, ce que j'y rajoute, c'est une machine externe avec du monitoring, bien sûr, mais aussi un Bentos qui permet souvent de te connecter dessus. Donc sur les stacks, par exemple, on a des stacks Cassandra, ScyllaDB, Kafka, RabbitMQ. Il y a toujours le petit Bentos qui traîne à côté Mhm. et qui me permet à moi, en tout cas, de faire le Hello World, d'envoyer des messages dedans et de comprendre un peu mieux comment ça se passe derrière. Et D'accord. derrière, pareil, pour simuler, du coup, ça permet d'envoyer la patate. Comme ça que d'un point de vue professionnel, j'ai testé ScyllaDB en envoyant des millions de messages. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire pour ça. Même pour faire de petites opérations. Par exemple, j'ai fait un POC. J'avais envoyé 800 millions de lignes dans Cassandra pour s'amuser, hein, bien sûr. Et derrière, ce qui s'est passé, je me suis dit, tiens, il faut que je passe sur ScyllaDB. Et puis ScyllaDB et Cassandra, normalement, sont compatibles. Je fais, go, c'est parti. Je prends les SS tables que je réinjecte d'un côté et de l'autre. Et là, ça n'a pas D'accord. marché. Et je me suis dit, qu'est-ce que je prends? Je prends Bentos, je le plug d'un côté, je le plug de l'autre. Et même si c'était un select étoile, il est resté pendant 8 heures connecté au Cassandra pour récupérer ligne après ligne et injecter de l'autre côté à 40 000 écritures par seconde à peu près. Donc c'était sympa, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, moi je connaissais pas du tout l'outil et j'ai fait l'effort de tous les trucs que Xavier m'a envoyé, que les premières démos, etc. J'ai réécrit ce que je pouvais en me disant tiens, alors c'est un peu ma manière à moi d'apprendre, c'est que quand je prends en main l'outil, j'aime bien avoir une démo qui marche et après j'essaye de le réimplémenter en modifiant un petit peu des choses, en partant sur des conditions initiales suffisamment différentes pour que ça me force à vérifier que j'ai bien compris et pas faire du copier-coller bête et méchant. Je sais pas moi, comment dire, à la grande époque sysadmin et tout, je sais pas moi, il dit tiens, je veux installer un Nginx, PHP, FPM bidule, je sais pas quoi, il y a un tuto Fedora, bon bah moi je vais le refaire avec une Debian à côté. Bon, accessoirement c'était parce que je préférais Debian, mais ça me force à transposer un peu les concepts, vérifier que ça suit, etc. Ou ce genre de choses, hein. Ou alors je sais pas moi, ça peut être un algo un peu bizarre, le truc qui va être en Ruby, je vais le réécrire en Python ou l'inverse, enfin, pour se forcer justement à dire voilà, ça m'oblige à vraiment comprendre ce que je fais plutôt que de copier-coller le truc et voilà. Et je pense, enfin, moi, à titre personnel, les deux choses vraiment sympas que j'ai retirées de la préparation de ce travail qu'on a présenté aujourd'hui, il y a Bentos, il y a les Helm files. Bentos, c'était prévu, entre guillemets. Ouais. Les Helm files, ça a été un peu random parce qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire un truc qui se déploie un peu plus facilement. Et puis, il y a plein d'idées qui pourraient venir derrière, hein. On a, là, par exemple, on utilise un modèle Mistral, 7 milliards de paramètres, donc c'est quand même assez gros. On pourrait prendre un modèle GPT-2 qui va avoir juste une centaine de millions de paramètres et qui fait que on pourrait dérouler pas mal de ces ressources-là, enfin pas mal de ces démos-là sur un environnement plus modeste. Là, je vous avoue, hein, les clusters, dès qu'on a fini, on va les éteindre parce que ça vaut du pognon quand même un cluster avec je sais pas combien de nœuds. Mais c'est quand même sympa, je trouve, de se dire on peut se permettre de lancer, enfin faire tourner un cluster comme ça. D'ailleurs, pour info, là, je viens d'aller voir, le cluster, là, il est redescendu à 16 nœuds. Donc notre vitesse de croisière, là, qui permet de résorber toutes nos requêtes, c'est 16 nœuds. Bon, oui, c'est pas mal, mais si on regarde l'activité sur les nœuds maintenant, ouais, c'est pas hyper actif justement. Il y a peut-être qu'il est encore en train de faire du scale down, je pense. Je sais pas si je fais un. Ouais. Donc il n'a pas encore fini le scale down, je pense. Mais ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Je crois qu'il y avait encore d'autres questions.
Alors, est-ce que Keda est gourmand au niveau ressources? J'ai envie de dire non. mais Non, moi je l'ai aller- jamais vu vraiment gourmand. En fait, sa fonction, elle est extrêmement simple, hein, finalement. Il va se plugger à quelque chose, il va analyser des seuils Ouais. et il va réagir dessus et avec des fonctions qui sont relativement, entre guillemets, natives un peu à Kubernetes. Donc finalement, c'est pas gourmand, c'est du Voilà. Golang en plus, hein. Donc voilà quoi. Je viens d'aller voir là, le namespace Keda, il prend, attention, 60 megs de RAM et moins d'1% de Ah, CPU. et du Donc bon go, quoi. Du bon go là voilà. au travail. Après là, c'est facile parce qu'on a un scaled object. Donc Ouais. j'imagine que si on avait 2000 scaled objects, ça consommerait un peu plus, mais en soi, c'est vraiment peanuts. Alors pourquoi préférer Keda à Prometheus Adapter? Très bonne question. Et en fait, Je pense que Jérôme, tu pourrais préciser les trois types d'ailleurs de ouais, scaling dans Kubernetes qui sont importants à avoir en tête. Quoi, les manières de faire du c'est HPA. quand on va regarder en fait le HPA, donc le Horizontal Pod Autoscaling de Kubernetes, la première fois ça fait un peu genre oula, ça ramifie un maximum. On peut faire le scaling sur les metrics, sur les custom metrics et sur les external metrics. Genre, c'est quoi la différence? Déjà moi, C'est venu à partir de la version 1.23, je crois, quelque je sais chose comme plus, ça. mais C'est la 1.23 a apporté masse d'évolution. Ouais. et en gros, les métriques à l'origine, en gros, on peut faire du scaling sur du CPU et un peu sur de la mémoire avec le HPAV2, mais pour simplifier, on va dire c'était le CPU ou la muerte. Et puis ensuite, on est passé aux custom metrics. Alors les custom metrics, l'idée c'est de dire, au lieu d'avoir juste le CPU et la RAM, vous allez pouvoir mettre absolument ce que vous voulez comme métrique sur vos pods. Je sais pas moi, le nombre de paquets qui rentrent et qui sortent, le nombre de process qu'il y a dans le pod, Qui viennent le des nombre... API, du coup internes à Kube, quoi. Voilà. Mm. N'importe quelle métrique que vous êtes capable d'aller chercher et de mapper sur les pods, vous pouvez utiliser ça. Et non seulement sur les pods, mais même sur d'autres choses. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre en place un pipeline de métriques qui va aller prendre le nombre de requêtes par seconde sur un ingress, la quantité de connexions sur un service, la quantité de je sais pas quoi sur un deployment, ou même sur un CRD, hein, je sais pas. Par exemple, on peut avoir un CRD RabbitMQ là et on peut lui rattacher des métriques. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème, on peut faire ça avec les custom metrics. Maintenant, concrètement, comment on fait pour associer ces métriques? Bah, un exemple très classique, c'est qu'on va déployer un Prometheus. Et ensuite, on va avoir un truc qui s'appelle le Prometheus Adapter. Et le Prometheus Adapter, hein, pour la faire courte, c'est lui qui va associer d'un côté les métriques Prometheus, de l'autre côté les objets Kubernetes, et qui fait que quand on va configurer notre HPA pour dire oui, je veux que tu scales ce déploiement en fonction de la quantité de mouches qu'il y a dans les pods du déploiement, il va dire pas de problème, la quantité de mouches, à quoi ça correspond? Ah bah ça correspond à telle requête Prometheus, je sais pas moi, fly counter underscore machin, et du coup ça passe, quoi. Et ensuite, vous avez les external metrics. Et les external metrics, je vous avoue que ça m'a pris un petit bout de temps avant de bien comprendre ces différences-là, hein. Les external metrics, en fait, c'est des métriques qui n'ont plus rien à voir avec la choucroute. Elles ne sont pas rattachées à des objets Kubernetes. Genre, ça pourrait être le nombre de personnes qui sont dans la pièce, là, et vous ne les voyez pas parce qu'il n'y a pas de caméra par là, mais on a toute une équipe derrière qui s'occupe de tout. Les supporters. Ça pourrait être ouais, ou même le nombre de personnes qui sont devant le stream, ça pourrait être la quantité d'eau qui reste dans ma tasse. Donc des choses qui ne sont pas du tout liées à des objets Kubernetes. Et là, en fait, c'est ce qu'on utilise avec Keda. Donc Keda, là, on lui a dit, tu vas chercher le nombre de messages dans cette queue Rabbit. Et parce que ça se fait bien avec Keda. Alors, mon expérience, après tu diras peut-être Xavier, toi ce que tu en penses, mais en gros, si vous faites du scaling, je vais dire en mode un peu industriel, entre guillemets, du genre bonjour, j'ai 2000 déploiements sur mon cluster et 1500 services, et on est en mode c'est l'usine, quoi, et on a bien urbanisé les déploiements. À ce moment-là, on aura tendance à définir nos politiques d'auto-scaling de manière très tout la même chose partout, le plus possible à l'identique, le plus possible standardisé. Et là, on partira plutôt sur un custom metrics parce qu'on peut vraiment faire tout répéter à l'identique, quoi. Ouais, puis pour compléter sur ce point-là, il y a aussi un. Alors, je vous laisserai chercher et creuser pour ceux qui le souhaitent. Il y a ce qu'on appelle le trashing, en fait. C'est la concurrence, en fait, entre le HPA proposé par le déploiement et le HPA qui va intervenir par Keda.
Et des fois, Ouais. on a des concurrences assez sévères entre eux, et ça peut relativement se passer difficilement, quoi. Donc, faut vraiment être vigilant là-dessus, c'est-à-dire quand on repasse le nombre de réplicas au niveau du déploiement, attention, qu'est-ce qui se passe par rapport à Keda, etc. Parce que voilà, ça peut être délicat. Ouais. Donc, comme tu dis, il faut avoir vraiment une politique, bien expertiser le truc au début avant de le mettre en place, et après y aller tranquillement, quoi. Voilà. Et ça, donc par exemple, ça veut dire enlever le nombre de réplicas dans nos YAML Hmm. pour pas qu'à chaque fois qu'il y a notre Flux ou Argo CD qui repasse derrière, en gros, il reset C'est ça. J'ai voilà. connu cette époque-là, au tout début de Keda. On a fait, oh, c'est super, c'est génial, on est parti. Bon, on a cassé le MySQL, on a cassé le Prometheus. Et puis aussi, bah, on a eu ce cas de figure-là où on se dit, c'est bizarre, ça fait le yo-yo en permanence, ça. Exactement. Qui passe derrière Mm. pour faire quoi? Et là, on a fait les events de cube, on a recherché. Alors, les events de cube, en plus, ce qui est difficile avec ce système de Keda, c'est que, quoi, de Keda ou d'autoscaling assez dense finalement, c'est que les events de cube, l'horodatage reste encore assez macro. On aurait besoin Mhm. quasiment d'aller jusqu'au nanoseconde pour voir l'ordre Ouais. des choses. Et Qui est passé en ouais, et premier, quand on a besoin de débugger l'ordre des choses et qu'il n'est pas forcément représentatif de l'ordre à une échelle fine, c'est pas évident. Donc il faut vraiment y aller tranquillement. Je vois une dernière question là dans le chat. Alors, est-ce qu'on peut autoscale un RabbitMQ? Et honnêtement, je ne sais pas. Alors Je- techniquement, on pourrait le faire. Je pense qu'il faut être un petit peu risque tout quand même quoi sur ce coup-là. On pourrait le faire. Il faut en voir l'intérêt. Faut en avoir vraiment l'intérêt parce que derrière, il y a une notion de quorum hein, sur les queues parce que là on parle de cluster pour le coup. Donc il y a une élection de leader à chaque fois. Il faut être sur des nombres et c'est là où l'autoscaling, je pense, ça me paraît difficile sauf à calculer un modulo. Il faut être sur un nombre impair. Ok. Votre protocole Raft, être en nombre impair. Et là, avec le scaling, l'auto-scaling en tout cas, ça me semble assez risqué quand même sur ce coup-là. Ça m'est arrivé de scaler du RabbitMQ de 3 nœuds à 12 nœuds volontairement, mais j'y étais à la main pour le coup. Ouais. Alors du coup, voilà, celle-là, je sais pas non plus. Moi, ce que j'ai déjà vu, c'est un peu adjacent, hein, mais c'est autoscaling sur de l'Elasticsearch, si je dis pas de bêtises. C'était Zalando qui avait fait des présentations là-dessus. J'ai connu Cassandra aussi. Ouais, Mais alors, la difficulté sur ces systèmes-là, après, c'est le temps de c'est réconciliation ça. du nouveau nœud dans le cluster. C'est ça. Et ça, c'est très variable en fonction de la volumétrie, de la vie aussi, de vitesse du cluster. C'est quelque chose qui est délicat quoi, à gérer. Quoi. Ouais. Et le truc qu'on peut mentionner, enfin, après, je ne veux pas rentrer plus dans le détail parce que je ne suis pas assez expert dessus, mais ce qui est intéressant à mentionner, c'est que vous pouvez faire de l'autoscaling sur les CRD. C'est-à-dire que, en fait, on peut, je sais pas, moi, justement, là, si j'ai un CRD RabbitMQ, bon, je ne sais pas du tout si Alors, si dans le c'est cas de des RabbitMQ, réplicas. on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on aurait pu parler du VPA aussi. Ouais, C'est plutôt que d'étendre et de prendre un risque en étendant le cluster, bah, on passe en vertical du coup, et on se retrouve avec quelque chose. Et ça, c'est plutôt adapté au stateful, hein, donc aux bases de données, etc. Et ouais. du coup, là, ça marche super bien. Quoi. Effectivement, donc quand on a un CRD qui va déclarer une source scale avec un nombre de réplicas, on va pouvoir appliquer un autoscaling dessus. Et là, je vais tenter un truc que je n'avais jamais tenté avant. Vas-y, Je vais casse tout. voir est-ce que je peux faire Fais-toi plaisir, c'est la fin. un scale sur le cluster. Scale cluster. Je crois que l'équipe Attends, de com, elle va nous autoriser à faire ça. Je sais pas. je reviens là. J'ai ma DB. Attends. Les gens Scale commencent cluster. à partir en courant, j'ai Allez, l'impression. on fait la dernière. Scale cluster DB moins réplica 3. Et Vendu, ça passe. J'avais jamais tenté, mais bon, voilà, donc c'est un exemple. Là, vous voyez, c'est justement, j'ai fait un scale sur un CRD donc de cluster Postgres. Donc je lui ai dit, voilà, j'ai besoin d'avoir plus de réplicas. Et bah ça y est, c'est parti, il est en train de provisionner un réplica. Bon, alors après. Après, modulo, le fonctionnement, bien sûr, des outils, en particulier Postgres. Ouais, bien sûr. On va augmenter les lectures parce que il fait du master slave, entre guillemets, quoi, enfin, follower, quoi, derrière. Et du coup, voilà, faut vraiment bien regarder ces choses-là avec finesse, ouais. C'est ça, c'est qu'il va. Voilà, bon là, il va prendre un petit moment, je pense, pour joindre le truc, mais in fine, je devrais normalement avoir un autre réplica. Et effectivement, alors juste, et je pense qu'après on peut conclure là-dessus, sauf s'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps, mais avec CNPG, pour les bases de données, ce qu'il vous fait, vous voyez, c'est qu'il nous donne 3 services. Donc on a Oui. DBRW, donc qui permet d'accéder au primaire, donc on est en lecture-écriture.
DBR, ça veut dire on va accéder je crois il va accéder en lecture, il va envoyer sur n'importe lequel de primaire ou réplica. Et DBRO, il nous envoie sur un réplica seulement, si je me rappelle bien. Donc ça nous permet, mais La effectivement, il faut partie que qu'on notre charge, application quoi. Ouais. derrière gère ça, effectivement. Hein. Si mon application elle se connecte bêtement à une DB, ça marche pas. Mais il y a beaucoup de frameworks qui vont gérer ça. J'ai vu ça dans Django il y a pas longtemps. Il y a un truc où on peut lui dire, voilà, tu vas me mettre les écritures d'un côté, les lectures de l'autre. Alors, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de taf à faire, mais en fait, il y a quand même du taf. Après, il faut faire gaffe au niveau de la consistance, des accès aux bases, etc. Parce que très souvent, avec Postgres, on n'est pas dans une réplication synchrone. Mm. Donc, on peut avoir un effet, je ne sais même plus comment ça s'appelle, de stale read, parce que genre, je viens d'écrire un truc dans le primaire, et il peut y avoir quelques secondes avant que ça apparaisse en lecture dans un réplica. Donc, voilà. Et à l'inverse, si on est trop synchrone, pour le coup, après, on perd beaucoup aussi en performance. Exactement. Et pendant que je racontais ça, ben voilà, ça y est, on a bien trois réplicas. On est reparti pour scaler, là, Un du coup. primaire et deux réplicas. On est reparti pour scaler. Est-ce qu'il y a d'autres questions vite fait? Clac, clac, clac. MariaDB et Galera en réplication synchrone, absolument, ça vaut le coup. Pourquoi est-ce qu'on a privilégié Helm et pas Terraform dans cette démo-là? Alors, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai certains projets où je suis à fond Terraform pour ça. Et au début, ça peut paraître un peu surprenant quand on dit bah, je déploie mes manifestes Kubernetes à coup de Terraform. On fait what? Mais en fait, ça marche très bien et ça permet de vachement bien profiter des mécanismes de dépendance de Terraform. Parce que là, par exemple, enfin, voilà, le truc où j'ai un bout d'opérateur qui me provisionne une base de données, je récupère les credentials pour les mettre dans un autre truc qui, etc. Dans Terraform, ça se fait. Alors, il y a un outil qui est très bon, tu dois le connaître, j'imagine, Timony. Je connais de nom, mais j'ai jamais joué avec Extraordinaire Timony. dans ce domaine-là, extraordinaire, qui permet de gérer alors les récupérations de données déjà présentes dans le cluster, de s'adapter aussi et de les remonter en fonction de ça, d'avoir aussi l'API serveur directement installé sur son laptop pour vérifier que les ressources vont bien pouvoir se déployer avant même de les envoyer sur le cluster. Et donc c'est un outil qui gagne à être connu, qu'on en a Ouais. parlé récemment et on a fait une petite présentation que je salue au passage, quoi. Et pour revenir sur Terraform, pardon, on devrait dire OpenTofu, parce que voilà. J'ai vu une dernière question technique là. Alors, je suis incapable de répondre, mais est-ce qu'on peut faire du lifecycle sur RabbitMQ pour empêcher un disque plein? Je Oula. peux faire une réponse à la chat GPT. Je pense que quand le disque va être plein, en fait, il va refuser l'écriture et c'est notre producer qui va être bloqué. Mais en vrai, j'en sais rien. Donc là, je sais pas. Mais... Ouais, ça me paraît difficile, quoi, ouais. Et toute dernière question qui est posée là, OpenTofu pour la partie infra et Ansible pour la partie conf et déploiement. C'est un très bon combo. D'ailleurs, ce Euh, que je fais sur la chaîne, alors ouais, je fais gros teasing là du coup, mais désolé. vas-y, Mais en vas-y. fait, j'ai une playlist que je viens de développer, que je suis en train de développer. C'est le cloud de A à Z, quoi, en fait, Ouais, où on démarre sur du OpenStack. Je ferai pas la pub pour la société en question, mais où on se lance avec du Terraform. On crée l'infrastructure de zéro, on crée son petit VPN. C'est la seule fois où on fait un premier Terraform et tout le reste du Terraform qui vient juste après déploie une infrastructure avec tout le monitoring, collecte de logs, etc., nice. avec Trafic. Tout ça combiné Terraform, Ansible. Voilà. Donc vraiment une combo qui est assez sympathique. Ouais. Très bien. Euh, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus nous écouter, regarder tout Merci, ça. ouais. Merci à Euh, tous. Et merci merci à Enix et à toutes les personnes qui Ouais. ont œuvré pour nous réunir parce que voilà, c'est un vrai plaisir de rencontrer Jérôme et d'avoir travaillé avec Jérôme un petit peu. Après, j'ai pas travaillé tant que ça, Bah, mais plaisir c'était partagé. Moi, tu m'as appris des trucs, exceptionnel pour moi, quoi. super intéressants. Je pense que je vais rajouter des message queues partout maintenant. Voilà, dernière chose, hein, la repo avec tout ce qu'on a utilisé là est dispo, donc n'hésitez pas. Vous Là, je connais pouvez, quelqu'un qui fera peut-être des tutos, qui a des idées de faire des tutos autour de tout ça. Tu vois. bah, avec grand plaisir, hein, c'est là pour ça. C'est aussi, c'est pour que ça puisse être réutilisé, Ouais. développé, amélioré. Voilà.
Eh ben, merci, bonne Merci à tous. soirée, et puis À bientôt. à vous les studios. Ouais.